Il se passe quelque chose avec cette escalade dans le conflit entre Trump et Maduro, entre les États-Unis et le Venezuela. Jusqu'à présent, on avait vu ces prises d'assaut, plus exactement ces bombardements de navires transportant de la drogue, ou supposés tels. On avait vu la pression militaire avec le déploiement des navires au large des côtes vénézuéliennes. Cette fois, Trump est passé à la vitesse supérieure avec l'assaut contre un pétrolier vénézuélien, c'est-à-dire le nerf de l'économie vénézuélienne. Donc opération spectaculaire en plein jour qui a été filmée. Que cherche Trump? Cette opération est-elle légale? Va-t-il mettre à genoux Nicolás Maduro, le président vénézuélien? Comment tout cela va-t-il se terminer? Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Servan. Bonsoir Pierre, qui est en train de saluer Fanny Veil. Oui, absolument. C'est elle qui va nous raconter ce qui se passe. Voilà, Alors, il y a des habitudes dans l'équipe, il y a de la camaraderie, c'est sympa. Ravi de retrouver Fanny. Pierre, bonsoir David. Éditorialiste géopolitique pour notre antenne. Sarah Daniel est donc avec nous. Bonsoir Sarah, grand reporter éditorialiste à l'Obs. On a le plaisir d'accueillir notre expert en renseignement et écrivain également, Vincent Crouzet. Et puis, un homme qui a déjà pratiqué la technique que nous allons voir, la technique d'abordage des bateaux de ce genre, parce que Christian Macarian, bonsoir Christian, bonsoir. Au-delà d'être un éditorialiste international au Point ou Radio Classique, vous êtes un ancien réserviste. Et quand vous étiez réserviste, vous m'avez dit, j'ai fait cela. Alors pas dans des conditions de conflit, comme on va le voir là. C'était un exercice. Mais enfin, vous connaissez cette technique et vous allez, vous aussi, nous en dire plus. D'abord, que s'est-il passé? Quelle est cette escalade? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelle est cette opération? Eh bien, tout s'est passé hier au large du Venezuela, mais dans les eaux internationales. Ce navire, le voici, c'est le Skipper, un monstre des mers de 20 ans, 333 mètres de long, c'est la hauteur de la Tour Eiffel pour vous donner une idée, 60 mètres de large, l'un des plus grands de ces bâtiments au moment de sa construction. Il est environ 6 heures du matin, heure locale. Non loin du Skipper, le porte-avions le plus moderne de la flotte américaine, l'USS Gerald Ford, qui patrouille dans la région depuis quelques semaines. 2 hélicoptères en décolle en direction du pétrolier. À leur bord, 10 hommes. On en aperçoit 6 sur ces images. Vous les voyez, ils jettent des cordes, ils descendent en rappel sur le pont. C'est la technique des commandos. Ces hommes appartiennent en fait à l'équipe de sécurité et d'intervention maritime des gardes-côtes américains. C'est une unité d'élite, d'interception créée après les attentats du 11 septembre 2001. Ses membres sont formés aux techniques antiterroristes et aux interventions à haut risque. Ces gardes-côtes sont épaulés par 10 Marines et des forces spéciales. Ils avancent sur le pont du pétrolier, fusil au poing, et vous le voyez, ils fouillent le bateau. Alors, où se cache l'équipage du Skipper? On ne le voit pas à l'image. Les hommes sont sans doute réfugiés à l'intérieur du bateau. Que leur arrive-t-il ensuite? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Aucune information n'a filtré. Et une chose est sûre en tout cas, en quelques minutes, les forces américaines se sont rendues maîtresses du navire. Pourquoi cette opération? Eh bien pour le pétrole, David. Et à bord de ce navire, il y en avait beaucoup. 1 100 000 barils. Et si le Skipper a été visé, c'est notamment parce qu'il est sous sanctions américaines depuis 3 ans, comme d'ailleurs tous les navires qui transportent du brut vénézuélien. C'est la conséquence de l'embargo américain qui remonte à 2019 sur le pétrole du Venezuela. Et pour le contourner, eh bien, le pays est obligé de vendre sa production sur le marché noir, donc à des prix nettement plus bas, à la Chine notamment, en passant par Cuba. Et il le fait, le Venezuela, en passant par des bateaux fantômes. Le Skipper est exactement dans cette situation. D'ailleurs, il naviguait sous un faux pavillon du Guyana, pays voisin du Venezuela. Et circonstance aggravante, regardez son trajet, il a aussi transité par l'Iran. Pourquoi cet embargo sur le pétrole? Parce que pour Washington, Nicolás Maduro est un président illégitime. Les scrutins, disent les États-Unis, sont frauduleux. Il s'agit donc d'une pression économique. Rappelons que le Venezuela abrite la plus grande réserve de pétrole au monde, 303 milliards de barils, soit 17% du total mondial. Caracas exportait
1 100 000 barils par jour en moyenne l'année dernière. C'est environ 80% des exportations du pays. Voilà, et quand vous dites circonstances aggravantes, c'est évidemment aux yeux des États-Unis. Est-ce que Trump a commenté cette opération et comment réagit le Venezuela ? Eh bien, entre les deux, le ton monte, David. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères dénonce, regardez, un vol flagrant et un acte de piraterie internationale. Interrogé sur l'avenir du navire et sur la cargaison, celui de la cargaison aussi, Donald Trump a lâché cette petite phrase « on le garde, je suppose ». En tout cas, ce n'est sans doute que le début, puisque d'après la presse américaine, 30 pétroliers vénézuéliens, eux aussi sous sanctions américaines et qui se trouvent par ailleurs dans les mêmes eaux que le skipper, pourraient également être saisis par les États-Unis. Merci Fanny. Alors évidemment, beaucoup de questions viennent à l'esprit. Premier commentaire simplement, Pierre, qu'est-ce que vous inspire cette opération d'abord peut-être dans le mode opératoire ? Alors le mode opératoire, il est vraiment très classique. Il fait partie de l'entraînement des Navy SEALs, des commandos marines américains, qui étaient avec leurs camarades Coast Guards, parce que eux, les commandos marines, qui descendent en corde lisse, donc directement sur le pont, pas en rappel. Le rappel, le cordage est passé autour de votre corps et vous assurez une descente lente. Là, la corde lisse permet une descente extrêmement rapide. Les commandos ont des gants. Et les commandos vont prendre le contrôle de la passerelle pour s'assurer la maîtrise du bateau au cas où il y aurait une résistance. Les commandos marines peuvent embarquer par exemple des disqueuses pour découper les portes de la passerelle si celles-ci sont barricadées ou soudées. Bon là, à mon avis, ils n'ont pas eu le temps de les souder, mais je pense à ce qui s'était passé en 95 quand les commandos marines français avaient pris d'assaut le navire amiral le bateau amiral, si je puis dire, de la flotte de Greenpeace qui essayait de pénétrer dans les eaux interdites de Mururoa. Ils avaient soudé les portes, donc il a fallu les couper. Et puis les Coast Guards, a priori, eux ont une capacité à maîtriser le bateau et la conduite du bateau, parce qu'il faut aussi l'amener là où les Américains le veulent. Donc c'est classique, voilà, on l'a vu maintes fois dans différentes configurations. Voilà. Alors après, Christian, attendez, là-dessus, Christian, donc vous, quand vous dites classique, Pierre, pour un commando, on s'entraîne, voilà, ça fait partie des entraînements. Oui, alors que vous avez réalisé. Toute proportion gardée, il ne s'agissait pas d'un pétrolier, bien sûr, mais plutôt d'un bâtiment militaire de bien plus petite importance, mais il n'y avait pas de participation des Coast Guards. Et là, Pierre a raison de signaler qu'il y a une double intervention de deux corps différents. Donc des Marines qui font la surveillance et le coup de feu éventuellement, et les Coast Guards qui prennent possession du navire, y compris contrôle, s'il faut le piloter. Donc c'est une opération un peu plus sophistiquée que ce à quoi j'ai pu assister. Oui, Vincent. Non, juste un petit cocorico sur la descente en corde lisse. Elle a été inventée et éprouvée au milieu des années 70 par le GIGN et par Christian Proutot, qui a été le premier à descendre, à chuter d'un hélicoptère comme ça, en corde lisse. Bon, maintenant, la question qui vient à l'esprit, assistons-nous là à un acte de guerre ? Alors, je sais pas. Pierre. Bon, moi, je ne pourrais pas me prononcer. Les Américains, il y a débat entre ceux qui disent c'est complètement illégal, c'est de la piraterie maritime, et ceux qui disent les Américains se sont couverts par rapport à leurs droits, si tant est que le droit vaille quelque chose aux États-Unis, dans la mesure où il y a une décision d'un juge américain et que l'administration Trump a enrobé ça dans le cadre de la lutte, non pas contre le narcotrafic, mais contre le terrorisme. Et en l'occurrence, le fait que ce soit du pétrole iranien, que l'Iran finance par les revenus le Hezbollah, les gardiens de la révolution qui sont condamnés par de nombreux pays, par l'Union européenne, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que les Américains disent, voilà, nous avons appliqué nos sanctions contre cela parce que ça finance le terrorisme. Mais quel est le fond du problème ? C'est que, il fallait que ça soit spectaculaire, donc c'est une action psychologique. C'est pour ça que c'est filmé. C'est filmé, donc c'est un acte de prise de possession militaire. C'est filmé, ça c'est pour l'impact psychologique. Et puis dernier point, l'impression que donne le dispositif américain depuis des mois, c'est la technique de l'étrangleur ottoman, qui est une pratique très ancienne dans l'Empire ottoman, la sublime porte. Quand un condamné était condamné à être étranglé, il était positionné par le bourreau, et tous les jours le bourreau passait et faisait un tour. Il ne le tuait pas tout de suite, il faisait un tour. Donc là, le régime Maduro est étranglé, un tour toutes les semaines de façon différente. Mais l'objectif final,
d'une façon ou d'une autre, a l'air quand même assez clair. C'est ça, priver Maduro de son oxygène, le Venezuela de Exactement. son oxygène. Est-ce un acte de guerre, Sarah et Christian? Je ne sais pas si c'est un acte de guerre, mais en tout cas, c'est un acte illégal. Et ça conforte l'idée qu'on est en train de se faire maintenant. Parce que vous dites, oui, il a habillé ça d'une manière juridique, mais la justice, de plus en plus, commence à être aux ordres de Trump. Et il renvoie ceux qui dérogent à ses ordres. Donc là, ce qu'on voit quand même, c'est une forme d'impérialisme se mettre en œuvre. Alors, il se retranche derrière une nouvelle doctrine Monroe, mais de fait, il est en train, en tout cas pour cette mer qui veut une Mare Nostrum caribéenne, de faire sa loi, de dire qu'il veut, c'est très clair qu'il veut asphyxier en effet sur le plan économique, on le voit, le régime de Maduro, parce que Maduro était prêt tout à fait à donner tout ce qu'il pouvait à Trump pour rester au pouvoir. On a vu les voyages qu'il a fait où il se rendait comme à Canossa en disant prenez tout mais laissez-moi au pouvoir. Donnez quoi quand vous dites ils étaient prêts à tout donner? L'exploitation des principaux gisements de pétrole qui sont dans cette région de l'Orénoque du Venezuela, et donc il était prêt à céder en fait voilà le nationalisme pétrolifère contre le pouvoir. Mais en fait Trump veut aussi un changement de régime, c'est très clair. Et on le voit aussi quand la prix Nobel est exfiltrée par les États-Unis. C'est quand même incroyable. C'est pas avec l'aide des Américains, grâce à l'aide des Américains, parce qu'on en parlait hier avec Abnous, on n'avait pas encore toutes ces informations, qu'elle a pu être exfiltrée, comme vous dites, et gagner Oslo pour recevoir son prix ou le recevoir quelques heures après. Voilà, parallèlement. Donc cette concomitance d'événements est quand même assez incroyable. Oui, Christian, acte de guerre ou pas? Alors, il y a un point qui est absolument essentiel, c'est ce que les Américains ont inventé, les sanctions extraterritoriales. Ils ont inventé des sanctions qui s'appliquent en dehors du territoire américain, uniquement en fonction des intérêts américains. Ça, c'est antérieur de loin à Trump. Donc, on est dans une zone grise, complètement. C'est-à-dire que les États-Unis s'autorisent à intervenir militairement en application du régime des sanctions. Parce que Pam Biondi, à qui on doit la diffusion très médiatisée des images qu'on est en train de voir, Pam Biondi étant la ministre de la Justice totalement dévouée à Trump, Pam Biondi a bien insisté sur la notion de sanctions. C'est parce que ce navire a violé les sanctions qu'on lui a imposées que nous sommes intervenus. Donc on cherche une argutie plutôt qu'un argument judiciaire, mais on est quand même dans une zone grise. C'est simple, les États-Unis n'ont jamais fait cela auparavant. C'est vrai que quand on voit... On est dans un précédent. On pense au Yémen. On pense au Yémen et on pense à la mer Rouge. Pendant des mois et des mois, le Yémen a intercepté, a pris possession de certains navires. Ça n'a évidemment rien à voir. Donc on ne va pas dire qu'on ne va pas comparer la milice des Houthis au Yémen avec les États-Unis. Mais zone grise. Alors zone grise, Vincent ? Oui, alors vraisemblablement, il s'agit aussi là d'une opération de contrebande de la part des Vénézuéliens, puisque le skipper provenait d'Iran. Je ne vois pas vraiment comment un pétrolier, ce que ramène un pétrolier d'Iran au Venezuela. Ce qui arrive souvent en ce moment, c'est qu'il y a des opérations de transbordement, ce qu'on appelle de ship to ship, donc de pétrole russe qui est blanchi par du pétrole vénézuélien et du pétrole iranien également, et qui va à destination donc de compagnies ou d'États qui dénient en fait acheter du pétrole russe ou iranien. Donc grosso modo, on modifie l'origine de ce pétrole, qui est parfois du pétrole souvent raffiné, donc c'est extrêmement difficile d'en détecter l'origine. Donc c'est vraisemblablement une opération de dissimulation. Donc ce n'est pas un acte de guerre pour moi. D'ailleurs, l'utilisation de l'unité Response Team du corps des gardes-côtes, c'est aussi pour ne pas utiliser de manière flagrante un team Navy Seals, même s'ils étaient là en soutien opérationnel, de manière à dire non, ce n'est pas un acte de guerre. Mais est-ce que le Venezuela a les moyens de répliquer ? Aucunement. Alors, vous dites non. Non, parce qu'on a fait de nombreuses enquêtes sur l'armée vénézuélienne. Non, c'est une armée maintenant qui est un peu en déroute, où la corruption règne, et surtout, comme dans tous les États qui sont arc-boutés sur le pétrole, c'est devenu plus une armée économique, d'oligarques économiques, que de vrais guerriers. Donc il y a très très peu de chances qu'ils puissent répliquer à la première armée du monde. Non, je ne vois pas. Et à l'inverse, est-ce que ça signifie
dit que le Venezuela va réfléchir à 2 fois avant d'exporter plus ou moins en catimini son pétrole via une flotte fantôme, exactement comme la Russie le fait. On a souvent entendu cette expression de flotte fantôme. Oui, effectivement, ça va. C'est un exemple. Et puis, Donald Trump a intérêt à renouveler l'exercice, justement, cette technique pour étrangler progressivement. Maintenant, il est possible que Maduro fasse le calcul de se dire ils ne pourront pas les arraisonner tous. Certains parviendront à passer, donc ça permet d'avoir des ressources néanmoins pour le pays. Alors on comprend, entre guillemets, l'objectif des Américains. Selon certaines fiches, le Venezuela aurait pour plus de 1000 ans de réserves pétrolières. Bon, au jour d'aujourd'hui, sans savoir ce que pourraient donner d'autres prospections. Donc c'est un pactole énorme. Et par ailleurs, je parle sous le contrôle de nos amis, les Chinois sont les plus grands consommateurs. Les premiers acheteurs. De ce pétrole-là. Donc vous voyez le jeu à plusieurs bandes pour aussi gêner les Chinois en allant déstabiliser ce pays. Et préciser une chose, parce que ceux qui nous regardent se posent sans doute la question, ce pétrole, les États-Unis n'en veulent pas pour eux-mêmes. Les États-Unis sont devenus premier producteur mondial de pétrole, je parle sous votre contrôle, ils sont parfaitement autosuffisants, ils exportent eux-mêmes du pétrole. Non, alors, ce sont 2 notions différentes. Pardon Vincent. Vas-y. Il y a la production pétrolière qui met le Venezuela au-delà du 15e rang mondial, la production. C'est ça. Et il y a les réserves qui mettent le Venezuela en première tête mondiale, en tête de liste. Mais les réserves, c'est pas du tout pareil que la production. La production, elle a baissé de 3 fois en une dizaine d'années, en une quinzaine d'années. C'est-à-dire que sous le mandat de M. Maduro, qui est au pouvoir depuis 2013, la production, pas les réserves, la production pétrolière du Venezuela s'est effondrée. On a vu tout à l'heure les chiffres. Donc, il a énormément appauvri le pays. Et deuxièmement, par rapport à une éventuelle rétorsion contre les États-Unis, M. Maduro est complètement rejeté par le reste du continent, par un certain nombre de pays d'Amérique latine qui lui donnent tort parce qu'il a été très mal élu et qu'il s'en est suivi, après sa mauvaise élection de l'année dernière, une phase de répression avec de nombreux morts. Et ça lui a été reproché, notamment par le président brésilien Lula. Donc, c'est clair, Maduro est complètement isolé. Et quand Trump le frappe, il le frappe au cœur à un moment clé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ira défendre Maduro, à part bien sûr le régime de Cuba. Au passage, on peut s'étonner de la modération de la réaction de Vladimir Poutine. Le président russe a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien et a confirmé son soutien à la politique du gouvernement de Nicolás Maduro visant à protéger ses intérêts nationaux et sa souveraineté dans un contexte de pression extérieure croissante. Je ne cite même pas d'ailleurs les États-Unis et cet assaut. Vincent. Il ne peut pas faire grand-chose. Il a envoyé 2 ou 3 gros porteurs là, il y a 15 jours pour amener du matériel et pour montrer sa présence. Bon, d'abord, ça ne représente pas grand-chose en termes d'enjeu pour la Russie. Sinon, le concours à la flotte fantôme et donc les transbordements de pétrole russe, puisque, comme le disait Pierre tout à l'heure, à peu près 89% du pétrole vénézuélien est acheté par les compagnies chinoises. Donc c'est beaucoup plus un enjeu en fait pour les Chinois que pour les Russes. Et ça pourrait être l'objet d'un gentleman agreement, d'ailleurs entre Russes et Américains, le lâchage de Maduro par Moscou. Pour revenir sur le pétrole vénézuélien, même si les États-Unis sont autodépendants, néanmoins c'est quand même un joli pot de miel à 2-3 jours de navigation des raffineries de Louisiane ou du Texas. Donc pour les majors américaines, c'est important. Et d'ailleurs, Chevron conserve toujours une licence d'exportation au Venezuela qui est toujours maintenue avec du pétrole qui sort, du pétrole vénézuélien qui sort vers les États-Unis, ce qui est absolument d'une hypocrisie totale. Oui, juste un mot par rapport au continent sud-américain. Donc effectivement, Christian a bien dit l'isolement de Maduro. Il n'empêche que ce que tout le monde comprend, c'est que de la même façon que Vladimir Poutine a une vision pour son étranger proche, Donald Trump a une vision pour son étranger proche au nord et au sud. Le Canada, le canal de Panama, et puis au sud à travers cet exemple-là. Donc je pense qu'un certain nombre de chefs d'État d'Amérique latine, à la fois se dit c'est bien fait pour Maduro, ce type ne mérite que ça, et en même temps se demande jusqu'où Donald Trump, qui fonctionne selon les mêmes logiques que Poutine,
va aller pour s'assurer son propre étranger proche. Et c'est pour ça que la réaction de Vladimir Poutine, qui comprend très bien ce que Donald Trump fait, est très très diplomatique. Votre propos, la reprise de la déclaration russe est tout à fait extraordinaire. C'est échange de bons procédés Voilà. sur les zones d'influence. Et c'est ma dernière question, petit tour de table. L'objectif de Donald Trump, c'est la chute de Maduro pour y installer un régime ami, c'est ça? Pour effectivement des objectifs politiques, d'avoir dans son voisinage un régime ami et peut-être aussi pour quelques licences de pétrole, c'est ça? Absolument. Il a déjà le régime alternatif puisqu'il a la prix Nobel qui vient de cautionner justement cet arraisonnement. Donc il a déjà son système qu'il veut mettre en place. Christian? Alors, il y a 3 objectifs. Le premier est électoral intérieur, c'est la lutte contre la drogue qui fait des ravages aux États-Unis et qui est imputée au Venezuela. Alors que l'essentiel de la drogue vient plutôt de la Colombie et du Mexique. Mais si j'ose dire, Nicolas Maduro est la figure idéale pour porter tous les péchés et toutes les fautes. Le deuxième, c'est l'immigration. Là aussi, le Venezuela est chargé à mort par l'administration Trump d'organiser des trafics de sortie de migrants en direction des États-Unis. Et le troisième, c'est le regime change. C'est-à-dire, oui, c'est assumé puisque M. Trump a dit il y a quelques jours au site Politico que les jours de Maduro étaient, je cite, comptés. Donc, on est dans le compte à rebours. Donc Trump assume un changement de régime car il a annoncé sa nouvelle doctrine Monroe, le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Ça n'est plus personne doit intervenir en dehors des Amériques dans les continents américains, le Nord et le Sud. C'est seule l'Amérique a le droit d'intervenir dans le continent sud-américain, qu'on se le tienne pour dit. C'est remplacer Monroe par MAGA, Make America Great Again. Vincent. Moi j'ai une vision malheureusement trop prosaïque. Je pense que tout ça pue énormément le pétrole et c'est un pétrole qui sent très fort. Hein. C'est un pétrole très lourd issu de sous-sols bitumineux, donc ça sent très très fort, ça sent très mauvais. Et effectivement, je pense que c'est le seul objectif. Maintenant, ça fait depuis 2020 que Trump s'acharne sur Maduro. Le DOJ et la DEA ont saisi près de 700 millions d'actifs de Maduro et de ses proches déjà aux États-Unis. Et Maduro tient malheureusement le coup encore. Pierre? Oui, alors je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est vraiment la traduction de l'ego trumpien. Rien de ce qui se trouve à proximité de mon pouvoir ne peut échapper à mon influence d'une façon ou d'une autre, la carotte ou le bâton. Merci à vous 4 de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'est vrai que c'est un cran supplémentaire et assez spectaculaire dans cette crise et dans cette pression toujours plus forte que met Trump face à Maduro.